Lisbonne, Baralacio, 23h45. Diego Mendes observait la salle avec des yeux qui ne se laissaient plus impressionner par le luxe. Cette nuit-là, le bar semblait une île de calme entre les lumières froides de la ville. Des hommes et des femmes qui mâchèrent des affaires en chuchotement, des toasts calculés, des regards négociés. Le verre de cristal à ses côtés réfléchissait des faisceaux de lumière en éclats. Il avait reçu un verre de Macallan qui coûterait l'équivalent de mois de salaire pour beaucoup de gens. Mais la valeur payée là n'était qu'un signal, un protocole ancien de pouvoir. Le verre brillait et promettait le silence. À côté, une note pliée avait attiré son attention. Diego ouvrit la note sans chercher d'émotion. Les mots, griffonnés à la hâte, coupèrent l'air entre une gorgée et une autre. Ne buvez pas. Souriez et partez maintenant. Et il sentit d'abord le ridicule, puis une étincelle de curiosité et enfin un froid dans l'estomac. La jeune femme qui l'avait servi était proche, ses bras minces couvrant un tablier impeccable. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une urgence qui semblait déplacée dans ce décor de soins. Cependant, le bar continuait son rythme. Jazz bas, rire court, le tintement des glaçons. Quand Diego leva le regard, il vit 3 hommes en costume noir entrer avec des pas synchronisés. Il y avait quelque chose de théâtral dans la façon dont ils foulèrent le sol, comme si la ville leur ouvrait le chemin. Le nom João Rodrigue passa comme une pensée acérée. Il y avait des mois, une dispute lui avait coûté un quartier entier. Le ressentiment avait généré des promesses. Diego comprit d'emblée que ce geste anonyme sur la serviette n'était pas une bravade. La tension rétrécit la salle autour, mais personne ne semblait le remarquer. Seule elle, la barista, dont le visage oscillait entre la peur et la détermination. Il saisit son poignet par impulsion et la main d'elle trembla. « Qui êtes-vous » demanda-t-il tout bas. Sans répondre, elle fit semblant de sourire à un client, puis glissa un billet à lui avec des instructions simples. Levez le verre comme pour porter un toast. Allez aux toilettes et utilisez la sortie de derrière. La violence potentielle de ces ordres transforma le geste le plus banal en survie. Diego hésita, balancé entre incrédulité et instinct. Pourtant, il suivit le script comme quelqu'un qui apprend une chorégraphie ancienne. Il porta un toast, laissa le verre et sortit sans hâte apparente. Le couloir des toilettes sentait le métal et le désinfectant. Dans l'allée froide, l'air coupant de Lisbonne semblait restituer la réalité. La distance entre le luxe et l'abandon, là, était une coupure géographique. Diego, il corrigerait dans son journal personnel du futur, tête baissée, enleva son manteau et sentit quelque chose de nouveau. La vulnérabilité. Carolina ne tarda pas à apparaître, sortant précipitamment par la même porte de service. On disait que dans les grandes villes, les gens étaient des figures solitaires qui se croisaient sans percevoir l'impact qu'ils auraient les uns sur les autres. Elle, cependant, avait marqué ce moment avec la force de celle qui avait décidé que l'indifférence avait un prix. Ce qui se révéla dans les semaines suivantes changea la nature du conflit. Carolina Silva n'était pas simplement une travailleuse qui s'était trouvée au mauvais endroit. Elle était la sœur d'un homme dont la fin avait été déclarée tragédie et qui en réalité avait les formes d'un crime. Miguel Silva avait été comptable de Rodrigue. Sa mort, enregistrée comme suicide, cachait des fissures que Carolina collectait avec patience et courage. Tandis que Diego offrait des ressources et des contacts, Carolina donnait le seul capital qu'elle savait manier, le risque calculé d'entrer entre les prédateurs. Ensemble, ils créèrent une stratégie qui semblait à la fois audacieuse et condamnée à échouer. Diego, habitué aux ordres et aux résultats, se sentit mal à l'aise devant la position de fragilité que l'alliance révélait. C'était différent d'exiger des rapports dans une tour que de marcher vers un entrepôt à 3 heures du matin avec le cœur accéléré. Et pourtant, quelque chose dans les yeux de Carolina l'ancrait. Non une vengeance vide, mais la nécessité de formaliser une vérité qui ne pouvait être achetée. Il perçut, avec une honnêteté presque douloureuse, que le pouvoir sans but semblait seulement du bruit. L'enquête les mena par des chemins étranges, des sociétés écrans enregistrées dans des îles où personne ne demande d'où vient l'argent, des politiciens qui recevaient des dons à des horaires pratiques et des comptes qui ne collaient pas avec la façade de respectabilité. À chaque document caché, l'intrigue s'épaississait. Mais il y avait aussi des moments intimes qui échappaient aux chiffres. Un café partagé à l'aube, des mains qui cherchèrent du réconfort entre des piles de papier,
des conversations où Carolina racontait Miguel comme si un morceau de monde avait été arraché sans permission. Diego écouta des histoires qui ne rentraient pas dans les bilans et commença à comprendre que sa croisade avait une racine plus ancienne que le désir de vaincre Rodrigue. La nuit de l'entrepôt au port fut préparée avec la précision d'une opération militaire. Diego insista pour y aller. Carolina refusa de rester en arrière. Le risque assumé rendait chaque respiration plus lourde, comme si le temps était une corde lente qui pouvait se rompre. L'équipe de Carlos, le bras droit de Diego, avait installé des caméras et des micros. Tout semblait trop parfait. Il y avait une confiance dangereuse dans les routines que les criminels répètent jusqu'à ce que quelqu'un les voie comme un schéma. Mais la guerre d'astuce ne respecte pas les cœurs nobles. En entrant dans l'entrepôt, le plan révéla sa fragilité. Les lumières s'allumèrent et Rodrigue sourit de manière glaciale. Le piège monté autour de l'impatience humaine fit vibrer l'air. Entre des hommes qui cherchaient des preuves et des hommes qui cherchaient la reddition, Carolina fut accusée de trahison. Diego vit le monde s'effondrer en quelques secondes. Les porteurs de valises se transformèrent en gardes. La scène gagna une théâtralité dramatique. Ce fut un moment où faire confiance et douter se produisirent dans le même soupir. Rodrigues avait, comme tout bon prédateur, un calme théâtral. Il raconta une histoire de manipulation, suggéra qu'il avait guidé Carolina pour l'attirer jusqu'au piège, et que maintenant tout finirait avec Diego discrédité, emprisonné, ou pire. Le sentiment de défaite brûla bref et intense. Cependant, quand la tension semblait atteindre une conclusion violente, quelque chose d'inattendu se produisit. Carolina arracha le téléphone des mains de Rodrigue et exhiba un petit dispositif. On l'avait sous-estimé. Elle, qui paraissait être la faiblesse, avait gardé la preuve définitive. Des conversations enregistrées, des transferts, des listes de noms. Il y avait un réseau, et le réseau échouerait sous une preuve sonore. La menace changea de main. Rodrigue, qui avait cru dominer la scène, se vit face à la possibilité concrète d'une exposition publique. Carolina révéla que les fichiers avaient déjà été distribués à des journalistes et aux autorités. Et ainsi, le jeu du silence rompu se transforma en un échec et mat inattendu. Rodriguez ordonna la libération, une décision calculée et vénale, peut-être motivée par préserver quelques honneurs restants, ou plus pratique, par éviter que son empire ne soit détruit en un instant. L'humiliation, cette fois, fut la sienne. Diego et Carolina sortirent de l'entrepôt à petits pas, et avec des cœurs qui battaient à fortosta, non seulement par soulagement, mais par un fil qui liait deux vies auparavant disparates. Dans les mois suivants, Rodrigues fut investigué, poursuivi et condamné. Des pièces qui auparavant semblaient des métaphores devinrent des preuves matérielles de crime. La ville, qui avait vu peu, transforma maintenant sa respiration en vigilance. Pour Carolina, le jugement représenta une clôture et une ouverture. La vengeance qu'il avait nourrie laissa place à planifier un avenir moins marqué par la colère. Et pour Diego, l'expérience déplaça quelque chose d'essentiel. L'idée d'empire passait à inclure une responsabilité qui auparavant n'était qu'une étiquette commode. Accepter l'emploi signifiait pour Carolina traverser une ligne invisible entre survie et autorité. Dans les premières semaines, elle sentit le poids de la méfiance de certains exécutifs. Habituée à des CV élégants et à des interventions formelles, il la voyait comme un corps étranger. Mais Diego savait modeler des espaces et, avec le temps, sa présence passa d'anomalie à mécanisme d'intégrité. Il y avait des réunions longues, des rapports qui exigeaient une traduction entre vérité et chiffres, et des voyages discrets vers des endroits où des documents dormaient sous des couches de complicité. Le temps, qui avait toujours couru de manière calculée pour Diego, commença à ouvrir des fissures de surprise. Il voyait Carolina sur le terrain du travail, incisive en entretien, infatigable. Elle parcourait les entreprises contrôlées par Mendes Holdings avec un regard aiguisé, cherchant des failles, de petites corruptions, des contrats noués avec des clauses obscures. L'équipe qu'elle monta était diverse. Des avocats fatigués de voir des couvertures blanches, des journalistes d'investigation discrédités par des nouvelles anciennes, des analystes qui savaient écouter les signaux cachés. Ils devinrent un bureau qui se targuait de déterrer des vérités inconfortables. Cependant, justice et pouvoir ne font pas alliance sans accroc. Il y eut des rapports diffus de représailles,
Messages anonymes, une voiture rayée, des pressions politiques subtiles. Carolina ne se laissa pas intimider et Diego apprit, pour la première fois, à utiliser son influence pour protéger, offrir un abri et des ressources sans transformer tout en spectacle. C'était un équilibre délicat entre cacher et révéler, entre l'exposition nécessaire et la sécurité quotidienne. À chaque nouvelle menace, se confirmait que les vieilles habitudes du système valorisaient le silence sur la lucidité. La fondation Beneficent Mendes, créée avec des ressources et une gouvernance transparente, devint un instrument concret pour rembourser les victimes de crimes corporatifs. Ils créèrent des programmes de soutien aux familles affectées, des lignes de dénonciation anonymes et un accompagnement juridique. L'idée était simple, transformer le capital de pouvoir en capital de réparation. Les premières donations financèrent des bourses pour des jeunes dont le père ou la mère avait perdu l'emploi à cause de pratiques frauduleuses, des cours et une réinsertion professionnelle. Pour Carolina, voir une famille récupérer un trait de dignité avait un poids presque semblable à celui du jour où elle avait entendu les enregistrements du bar. Avec le passage des mois, la narrative publique de Mendes changea. Des reportages qui auparavant se limitaient à louer ses affaires commencèrent à parler de responsabilité. Interview par interview, Diego parla de changement et d'apprentissage, des mots qui, même imprégnés de stratégie, commencèrent à refléter une transformation interne. Ce que la presse ne capturait pas était la difficulté intime. Dormir avec le temps marqué, se souvenir de visages qui demandèrent justice, gérer des ennemis qui maintenant connaissaient ses itinéraires et cherchèrent des espaces pour infiltrer de la rancœur. Carolina, de son côté, apprit à construire une routine qui conciliait vigilance et résilience. Il n'y avait pas de glamour à devenir responsable d'exposer des crimes, seulement la persistance dure de celle qui sait que la justice se fait en petits actes répétés. Il y eut aussi des moments de tendresse, des zones de la vie qui résistaient à devenir des instruments de but. Un dîner simple, sans invité, où ils échangèrent des histoires sur les enfances et les peurs. Diego parla du père ouvrier qui mourut dans un accident. Carolina raconta l'enfance à Porto, les contes qu'elle serrait comme si chaque pièce pouvait coudre l'avenir. On sut alors qu'il y avait de la place pour rire, et que les glissades et les embarras partagés renforcèrent quelque chose que des mots formels ne pourraient nommer. Entre procès et dépositions, ils trouvèrent des heures où la ville semblait seulement le fond pour la construction d'intimités petites et vraies. La vie publique exigeait des postures ambiguës. Quand on le questionnait, Diego reculait. Quand on l'attaquait, il répondait avec la componction de toujours. Il y avait des commentaires malicieux sur ce qu'on appelait « opération de marketing moral ». Un milliardaire qui sauvait sa réputation en parrainant de bonnes actions. Carolina assistait, parfois avec impatience, aux analystes qui convergeaient vers une lecture superficielle, sans comprendre que sa colère n'était pas une vente, mais un portail pour changer des destins. La fondation avança lentement, mais chaque petit résultat montrait qu'il y avait plus en jeu que ce que la presse supposait. Cependant, tout ne se résolvait pas avec des documents et des sentences. Des restes de loyauté à Rodrigue persistaient dans les ombres, avocats, inspecteurs, gens qui échangèrent des faveurs et ne changeaient pas de camp pour des raisons morales, mais par habitude. Par un après-midi pluvieux, arriva une lettre anonyme adressée à Carolina avec une seule phrase « Vous devez encore payer ». L'avertissement était à la fois vague et mortel. Diego sentit dans le corps le retour de la peur, mais cette fois différente. Il avait appris à traduire la peur en stratégie. Il renforça les sécurités, changea les itinéraires et mobilisa l'équipe sans alarme. Carolina, malgré la menace, continua à travailler avec la même détermination, comme si la peur faisait partie du terrain où l'on plantait les certitudes futures. Le processus judiciaire de Rodrigue apporta une autre conséquence. Des histoires émergèrent, des témoins qui auparavant tremblaient décidèrent de parler. Chaque récit augmentait la population des responsabilités et en même temps rendait précaire la classification d'impunité. Diego assistait ému aux dépositions de ceux qui n'avaient pas imaginé que leur voix pouvait avoir du pouvoir. Il y avait des larmes, il y avait des rires, et aussi la fatigue des gens qui avaient attendu des décennies pour que quelqu'un les écoute. Carolina, en voyant les familles être réparées, sentit quelque chose comme un double deuil. Pour Miguel et pour toutes les autres vies écrasées par des systèmes qui prétendent fonctionner pour peu. Avec le temps,
La relation entre Diego et Carolina mûrit hors des flashs. Le mariage fut un choix intime, modeste, dans un registre civil minuscule, entouré de quelques amis et familles qui virent le parcours. Pour beaucoup, la scène fut surprenante. L'homme de l'Empire et la femme qui avait appris à lire les ombres promettaient maintenant un soin mutuel. Mais l'union n'effaça pas les différences. Il y avait des protocoles à concilier, des regards qui devaient comprendre de nouveaux contextes. Le quotidien exigeait une négociation constante entre devoir et désir. Pourtant, ils marchaient ensemble, apprenant à combler des lacunes que la peur et l'ambition avaient laissées. Des années plus tard, quand la Fondation finançait déjà des centres de soutien, des cours et des campagnes éducatives, Diego inaugura un bâtiment anonyme dont le nom ne rappelait pas une marque, mais une fonction, Centre Miguel Silva. Là, les familles trouvaient une orientation juridique. Les jeunes avaient des stages garantis et des professeurs enseignaient sur la transparence. Carolina, maintenant directrice, parcourait les couloirs avec la même tranquillité que celle qui visite un hôpital pour vérifier les pansements. Il y avait des jours où le passé revenait en mémoire, mais aussi la certitude que quelque chose de ténu et de profond avait été construit. Les deux savaient que la justice n'était pas un point final, mais un engagement. Aux anniversaires de Miguel, il laissait des fleurs et une note avec des mots simples « Merci pour une sœur si courageuse ». C'était un rituel qui rappelait que la justice venait en actes répétés, pas seulement en manchettes. Diego et Carolina trouvèrent un mode d'exister qui acceptait les contradictions. Le luxe était devenu un outil et non une finalité. La douleur, un souvenir qui guidait les choix. Il y avait encore des risques, des voies contraires et des endroits où le pouvoir essayait de corroder ce qui se construisait. Cependant, en marchant côte à côte dans Lisbonne, main donnée, ils reconnaissaient que la rencontre entre deux vies avait apporté quelque chose que la ville pouvait difficilement mesurer. La conviction que la responsabilité est une pratique continue. Et ainsi, avec des pas lents et des décisions fermes, ils continuèrent à écrire des jours dont la valeur dépassait les bilans et les titres, transformant le passé en combustible pour un avenir moins injuste. Ils tinrent la promesse, protéger et se souvenir sans cesse toujours.